Bonjour à tous, pardon du très léger retard, on va faire vite puisqu'on n'a que une toute petite heure pour cette rencontre. Mon nom est donc Gérard Bonos, j'ai créé et dirigé l'information économique et politique et géopolitique de Radio Classique pendant une vingtaine d'années, puis d'autres aventures, notamment à la télévision. Je ne vous présente pas Vladimir Fedorovski, juste rappeler peut-être qu'il est diplomate de formation, que la géopolitique le connaît bien sûr, il connaît très très bien, notamment le Moyen-Orient, puisqu'il a été pas mal de fois en poste, et puis à Paris longtemps aussi. Mais ce n'est qu'une des facettes de notre invité, puisqu'il a aussi, donc il est écrivain, plus d'une trentaine, entre 30 et 40, à partir du moment où on compte plus, hein, Monsieur Fedorovski, 30 et 40 ouvrages. Vous êtes chroniqueur aussi à France Info. Alors, les multiples facettes de Vladimir Fedorovski que recèle Poutine ne pouvaient que, bien sûr, vous amener à ce personnage qui est très complexe. C'est le sujet donc de Poutine, l'itinéraire secret, qui vient de paraître aux éditions, qui paraît aux éditions du Rocher. Quand j'ai fermé... Qui est un best-seller du moment. Oui, aussi. Oui. Mais je n'y ai pour rien parce que j'ai le meilleur attaché de presse. Ah oui, ça c'est sûr, surtout en ce moment. C'est Poutine lui-même. Oui, c'est pas moi, non, rassurez-vous. Première question. Alors, ce que je vous propose, je vais poser quelques questions pour un peu rentrer dans le bouquin. Et puis après, vous serez, moi j'ai des milliards de questions, vous en doutez, mais vous êtes prioritaire sur moi, donc vous me faites signe et je vous passerai la parole pour poser des questions à Vladimir Fedorovski. La première question, quand j'ai refermé votre livre, j'ai toujours pas compris qui était Vladimir Poutine. Oh, mon cher. Tellement il est complexe. Il est complexe. Non, mais c'est un personnage incontournable. Et c'est vrai que Poutine, c'est un personnage de roman. Il y a plusieurs Poutines, pour vous dire. Mais les gens s'intéressent à lui maintenant parce que c'est un personnage vraiment qui était placé par les événements vraiment au centre de la politique mondiale. Un personnage incontournable. J'ai dit, ça c'est intérêt, et les facettes sont intéressantes. Deuxième moment, je vais vous dire, le personnel politique, du moment, vous avez peut-être remarqué, c'est pas un personnel extraordinaire. Je ne parle pas de Nancy, évidemment. Mais je parle d'une manière générale, et je pense qu'il y a un phénomène du borne dans le royaume des aveugles avec Poutine. L'intérêt est lié aussi avec ça. Ce livre ne se place pas, c'est tout le contraire du journalisme de notre époque, parce que vous avez remarqué, cher ami, je ne voudrais pas cracher dans la soupe, je vous en prie, mais quand même, la réalité est là, les journalistes ces derniers temps, ils ne posent pas de questions, ils donnent tout de suite les réponses. Alors j'ai essayé de donner, non ça c'est pas notre cas et notre amitié est éternelle depuis tant d'années, mais notre amitié est éternelle, mais quand même il y a ce phénomène-là. Et j'ai essayé avec ce livre de me retenir et essayer de chercher les réponses. Vous donnez les clés, vous donnez les éléments de réflexion. C'est ça la démarche du livre, et je pense que c'est pour ça que ça marche vraiment, parce que les gens, vous savez, des donneurs de leçons, vous avez des milliers. Moi, je me suis retenu de donner des leçons et des réponses tout de suite, mais je posais les questions et puis j'ai donné les clés pour chercher les réponses. Parce que les réponses... Le personnage Poutine, je suis obligé de prendre un peu de temps parce que c'est vrai qu'il y en a ces multiples facettes. Vous dites, attendez, vous dites juste à un moment donné que... tout et son contraire. De prime abord, Poutine ressemble à un pétersbourgeois de souche. De souche, mais il est de Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, moi j'étais historiquement assez critique envers Poutine au début, de son système intérieur. Mais en même temps, vous comprenez, une autre déclic, non seulement les journalistes donnent des leçons, mais il y a plein de gens qui donnent des notes. Vous comprenez? Ça c'est bien. Et quand Mme Clinton elle a comparé Poutine avec Hitler, ça m'a choqué. Parce que ça ne correspond à rien. Et même j'ai eu peur, parce que vous comprenez, si on prend les décisions à la base erronée, dans le contexte d'aujourd'hui, qui est un contexte éminemment dangereux, c'est un contexte, ça peut déraper. Et je vous signale que s'il n'y avait pas des armes atomiques, par exemple la crise ukrainienne aurait pu provoquer la guerre mondiale. Heureusement qu'il y a, pour l'instant, heureusement qu'il y a les armes atomiques, il y a un blocage par ça, mais le contexte était là. Et dans ce contexte-là,
Moi, je sais, parce que j'étais mêlé aux événements de la fin du communisme, à l'époque, les gens parfois vivaient dans le monde imaginaire. Vivre dans le monde imaginaire, c'est dangereux. Et ce livre donne les éléments pour réfléchir autour de ce personnage. 5 Poutines en réalité, 5 Poutines différents. Et le Poutine qui est vraiment la première clé de ça, c'est Poutine de sa jeunesse, de son enfance. C'était un enfant déshérité dans les quartiers complètement délabrés de Saint-Pétersbourg. Et vous ne connaissez pas, mais c'était une époque des appartements communautaires. C'était vraiment une difficulté de la vie. Et vous savez, je vais vous dire, plus sérieusement parlant, puisqu'il y a les gens, mes amis d'origine russe ici, vous devez garder, à propos de Poutine, quand vous analysez, et garder maintenant les situations, quand vous analysez les situations, je conseille d'ailleurs toujours les gens qui s'occupent de ça, de lire, j'ai failli dire de relire, ou parfois lire Tolstoï, comprendre que la Russie, c'est un pays martyr au XXe siècle. Je vais vous donner, et Poutine s'est marqué de son enfance par ce côté martyr, parce que 25 millions tués par les efforts de Lénine, de Trotsky et de Staline, vous comprenez, 25 millions, beaucoup. 26 millions tués par les nazis. Pourquoi c'est martyr? Parce que c'est inimaginable, chaque famille est concernée par ça. Et puis, le phénomène Poutine, le personnage en tant que tel, il est façonné par la période, moi j'aime beaucoup la période de sortie du communisme, mais quand même la période post-communisme, c'était une période éminemment d'une grande... quand les gens ont souffert éminemment difficile. Les gens vraiment ont souffert ça. Je vous donne un chiffre. Et réfléchissez, les chiffres, 25 millions, 26 millions, mais réfléchissez, 1800% d'inflation, 1800% d'inflation. Si vous connaissez ça ici en France, vous ne pouvez pas supporter. Et les Russes, ils ont supporté. C'est pour ça que quand il dit sanctions, les Russes, ils ont vécu de telles choses que franchement, ce n'est pas qu'il soit changé la donne. Le premier Poutine, c'est Poutine de sa jeunesse, qui vit et survit, qui veut survivre. D'où, quand ils disent « Attendez, Poutine, il a une stratégie, etc. » Détrompez-vous, la première stratégie de Poutine, c'est survivre. Vivre et survivre. À court terme, donc. À court terme, c'est un tacticien, exactement. Oui, vous voyez, ça c'est un jeu, ça c'est le bon journaliste. Évidemment, ce n'est pas un stratège, c'est plus la réponse au défi. Il est plus tacticien, tactique, etc. Mais surtout réponse au défi. J'aurais pu vous raconter comment ça s'est passé avec l'Ukraine. L'Ukraine, mon père était ukrainien. Moi, je peux vous dire, la crise ukrainienne ne devait pas même exister si on n'était pas à la hauteur. Si on était à la hauteur. Mais bref, pour revenir à ça, la première clé. Deuxième clé de ça aussi, ça remonte à sa jeunesse. Et les gens ne parlent pas assez. C'est un joueur. Tout d'abord, les échecs, comme tous les Russes. Les échecs. Pas au baseball comme Obama. Échecs. Vous comprenez? Ça, c'est la différence. Ces deux images sont différentes pour comprendre la situation, etc. Échec. Après, il était sauvé. Il dit lui-même, il cite l'ancien président français d'ailleurs, involontairement. Il a dit j'étais racaille. Racaille. Parce que, oui, bien sûr, parce que il devait terminer en prison, il disait. Mais au lieu de ça, il a fait une autre chose, et c'est le sport qui l'a sauvé. C'est un très grand judoka. Comme Staline, alors. Comme Staline qui était en prison. Staline, c'était pas un sportif. Non, mais c'était le séminaire, lui. C'est séminaire, Staline, exactement. Et Staline, mais c'était pas un sportif. Vous savez, je vais vous dire, parfois j'ai fait autrefois un livre sur Staline, etc. Et les gens, parce que j'ai mis les deux portraits, ils pensaient que je compare Staline et Poutine. On ne peut pas comparer Poutine et Staline parce que, je vais vous dire, Staline, c'est un génie du mal. C'est un personnage de Shakespeare qu'il faut revenir un jour, il faut revenir d'ailleurs sur ça, parce que ce n'est pas par hasard que les grands écrivains comme Bulgakov ont été hantés par le fantôme de Staline. Poutine, c'est plus banal, c'est plus James Bond, mais quand même le sport dans ce domaine,
c'est pour le comprendre. Joueur d'échecs, je vous dis, parfois même joueur, c'est vrai qu'il y a même parfois joueurs de poker, menteurs, vous comprenez? Surtout en ce moment. En ce moment, je vais vous dire, le problème de ce moment, c'est qu'il est en face des gens. Vous savez, Obama m'a beaucoup... J'ai connu Obama, j'ai édité Obama, le premier éditeur ici en France. Moi, j'ai édité sa biographie autrefois. Et je dois vous dire qu'il m'a désenchanté. Parce que j'ai l'impression... Vous savez ce qui m'a désenchanté, si on fait une petite parenthèse. Vous savez, l'autre jour, il a dit « Jamais le monde n'a été si peu violent que sous ma présidence ». Vous comprenez, quand on dit des phrases, on baisse les bras. C'est du Brezhnev, c'est pas même d'Obama. On vit dans le monde, c'est pour ça qu'il faut faire le truc. Il m'a désenchanté. Voilà, pour revenir à ça. Premier Poutine, c'est cette période. Deuxième Poutine, évidemment, où tout le monde se réfère. Et c'est vrai dans ce livre, vous allez voir, parce que je raconte comment ils sont formés, etc. Les gens du KGB, comment ils font les études, etc. Il y a maintenant les académies, en France aussi, mais en Russie, aux États-Unis, c'est vraiment une formation très pointue. Le KGB, il était, dès son enfance, il rêvait d'être espion. Il voudrait être espion. Il est devenu espion là-bas. Espion plutôt pas important, c'est vraiment lieutenant-colonel du KGB. Il a terminé comme ça. Ses ambitions étaient un peu déçues dans ce domaine. Il était déçu, bien sûr. Il était déçu parce que, vous savez, moi j'ai fait, vous m'avez écouté à France Info, moi je racontais les grands espions, c'était les personnages extraordinaires. Franchement, les espions du XXe siècle, c'est les personnages hors pair. Et ça, j'aurais pu vous raconter le plus grand espion français qui était Farwell, quand même. Rien que ça, les films, tout ça, Philby, les gens n'ont jamais travaillé. Vous savez, ces gens-là n'ont jamais travaillé pour l'argent. C'est pour l'idée, c'était les personnages de roman, vraiment. C'est pas par hasard qu'ils ont inspiré John le Carré, etc. Mais bref, pour revenir, espion, il était loin des choses mythiques, mais quand même espion assez calé. Après, il y a finalement, troisième Poutine, c'est plutôt, si dans l'ordre de choses, c'est Poutine de Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est Poutine qui est assez agréable. Et j'ai connu à Saint-Pétersbourg Poutine, jamais de la vie, mais c'est l'art des espions, vous savez, ils se déguisent. Ils prennent les images. Il était effacé, il était dilué dans la foule. On va dire à nos auditeurs que vous étiez très très proche aussi du maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak. Qui a inventé, absolument, c'est un ami. Voilà. On a fondé même parti ensemble, le premier parti démocratique là-bas. C'est un personnage. Donc vous avez bien connu Poutine à ce moment-là, notamment. J'ai croisé, parce qu'il était son secrétaire au début. Oui. Mais comme Poutine, il a une qualité, il est très loyal envers ses chefs. Et finalement, une qualité en défaut, ça dépend comment vous voyez les choses. Ça dépend du chef. Oui. Des chefs, mais en tout cas, il s'est imposé. Pour moi, c'était à la fois un réconfort et des enchantements, parce que j'ai mené une enquête sur lui. À Saint-Pétersbourg, vraiment, j'ai connu tout le monde, parce que j'ai fait un livre qui est connu dans le monde entier, 1 million d'exemplaires, le roman de Saint-Pétersbourg. Il m'aime bien à Saint-Pétersbourg. Et je viens là-bas régulièrement et j'ai pensé que j'ai trouvé sur Poutine des choses assez croustillantes, parce que la période était croustillante. Les Russes, ils disaient « on m'a nommé milliardaire ». C'est-à-dire les gens devenaient milliardaires d'un jour à l'autre, l'argent circulait. C'est pour ça qu'il a pris. Il m'a raconté. Sobchak, vous savez, je vais vous dire. Il m'a dit, Poutine, il continue à percevoir son salaire jusqu'à 96 au KGB. C'est-à-dire, il travaillait à la mairie, mais le salaire essentiel, le salaire, il travaillait, parce qu'il était pris comme officier du KGB pour vider l'antichambre de ce personnage, Sobchak, parce que les gens venaient avec $1 million par là, $1 million dans les valises à l'époque. L'époque était flamboyante quand même. Il utilise le terme les années flamboyantes à ce propos de ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vous comprenez aussi, nos amis américains, autour de Poutine, il y a beaucoup de propagande. Il y a la sienne, mais il y a la propagande occidentale. Et les Américains, ils balancent systématiquement que Poutine, c'est l'homme le plus riche de la Terre, etc., etc. Et je disais aux Américains que je connais, au fait, je disais, attendez, mais s'il est l'homme le plus riche de la Terre, donnez-moi les éléments. Ça m'arrangerait, parce que ça fait vendre le livre, vous comprenez, ça c'est les choses comme ça. Et finalement, moi, je menais enquête. Et vraiment, ce qu'on peut reprocher, il a reçu les 2 dachas
d'une manière gratuite, mais tout le monde recevait à l'époque, parce que c'était privatisation, les gens recevaient, là où j'habitais, ils transformaient ça généralement pour pratiquement sans payer, en propriété privée, etc. Et ça, c'est élément à tel point que vous savez que c'est un livre, mine de rien, ça se lit quand même facilement comme un roman policier, oui, mais vous savez, tout d'abord j'ai épuré, mais j'ai tout vérifié. Et pour l'affaire de fortune de Poutine, j'ai un copain qui est principal conseiller de Kohl et qui couvrait les services secrets allemands. Et les services secrets allemands, ils ont beaucoup travaillé sur Poutine parce qu'il était en Allemagne et puis c'est un partenaire privilégié. Et puis n'oubliez pas que Poutine, il parle allemand sans accent. Il parle chaque nuit presque avec Mme Merkel, avec un dialogue. Si vous comptez, il parle avec Merkel plus qu'avec tous les hommes, chefs d'État réunis. C'est-à-dire, vous réunissez tous les coups de fil avec les autres. De tous les autres, oui. Tous les autres. Et d'ailleurs, en Europe, on a l'impression qu'il n'y a que l'Allemagne qui existe. Non, il aime bien la France. Oui, il pense beaucoup de la France. Mais vous savez, la France était longtemps en retrait. Mais j'ai beaucoup, vous savez, comme je suis francophile, j'ai beaucoup, vraiment, j'ai dit partout, parce que parfois je gueule, mais j'ai dit partout l'esprit de Normandie. Qu'est-ce que vous avez bien fait puis j'étais impressionné, parce que vous savez, pendant la fête de débarquement, le président français, il a fait une performance gastronomique extraordinaire malgré la pression des Américains. Il a dîné 2 fois. Et bien sûr, les Américains, ils ont fait la gueule, etc. Et finalement, il a eu un... Et ça je trouve que c'est la tradition... 2 fois, il n'a pas été au McDo. Hein, la tradition française de la diplomatie, et puis la tradition, vous savez, de l'Atlantique à l'Oural, pour revenir à De Gaulle, tout ça, c'est les choses qui sont quand même très importantes. Le quatrième Poutine, peut-être. Le quatrième Poutine, c'est moins agréable. Parce que ça, c'est Poutine de Magouille d'Eltsine. Parce que, vous savez, dans mon parcours, vous vous souvenez, j'étais avec Eltsine pendant l'affaire de résistance au putsch de Moscou Quand on le voit sur le char, absolument, j'étais carrément avec lui. Et je dois vous dire que je connaissais bien Eltsine, et Eltsine, il appartient, vous savez, avec une sorte de, finalement, un phénomène que vous connaissez très bien. Il était très bien pendant la campagne en opposition, et il est nul quand il est aux affaires. Et je dois vous dire qu'il est... Pas de commentaire. Quand même, non, je ne parle pas de... Non. On n'a pas compris, d'ailleurs. Non, il ne faut pas m'attribuer des choses que je n'ai pas dites. Les journalistes, ils ont l'esprit mal placé, c'est connu. Non, je parlais d'Eltsine, et Eltsine, vers la fin, il est devenu vraiment, il était désemparé. Vous savez, là, je vais faire quand même, allons, ça, je vais vous taquiner un tout petit peu. Vous savez, à mon époque, il était 80, puisque vous m'avez cherché, vous allez me trouver. Il a eu 80% d'avis favorables. Vers la fin, il a eu 2% d'avis favorables. Alors, il y a de la marge. Il y a encore 11 points, oui. Alors, c'est les choses comme ça. Mais ça, c'est des blagues pour la matinée, évidemment, parce que j'ai beaucoup d'estime vraiment pour la politique française, etc. Et alors, pour les choses, et à ce moment-là, Poutine, il est devenu, vous savez, il était au centre des magouilles d'Eltsine. Il était au début dans son administration, s'occupait des biens russes à l'étranger, et après il était chef de service secret. Il était choisi par hasard, parce que Eltsine, il pensait d'ailleurs... Presque par défaut, on dirait. Hein. Il était choisi par la faiblesse. Vous savez, je conseille parfois aux hommes politiques montants de vraiment cacher leurs forces. Poutine, il a une qualité extraordinaire. Il se déguisait en faiblard. Les gens n'avaient pas eu, mais c'est quelqu'un qu'on peut manipuler. Ils ont pris, vous savez, parce qu'ils pensaient qu'ils vont manipuler Poutine. Ils ont choisi, Eltsine, il était désemparé, 2% d'avis favorables, etc. Et finalement, il était quand même après, vous savez, le petit ami de sa fille lui a dit, Président, vous avez l'adversaire devant vous qui vient du KGB, prenez officier du KGB, vous avez quelqu'un qui est nationaliste, prenez plus nationaliste, et vous avez l'adversaire qui est en bonne santé, prenez un jeune.
Ils ont appuyé sur l'ordinateur. L'adversaire était à ce moment-là, c'était Primakov, il s'appelait Primakov. Qui avait été Premier ministre de Yeltsin. Premier ministre, mais après il a pris, comme souvent les premiers ministres, encore une fois, je vais vous taquiner. Il tourne kazakh, oui. Les premiers ministres deviennent présidentiables. Ça, c'est la preuve. Il n'y a que les premiers ministres maintenant qui sont présidentiables, je vous avais remarqué, anciens premiers ministres. Et ça, c'est les choses. Et ça, vous imaginez que Poutine, au fait, tout est vrai sauf l'ordinateur, évidemment, parce que ça s'est passé autrement dans l'hôtel 4 étoiles à Biarritz, etc. Mais enfin, ils ont négocié, il est devenu président. Après, président, pourquoi Poutine nous intéresse aujourd'hui? Je vais vous dire que pendant la présidence de Poutine, il y a tout d'abord différentes facettes de ce personnage. Il faut distinguer les choses pour ma part. Je ne vous cache pas, j'étais toujours, et je reste critique par rapport à un débat d'idées. Mes amis d'origine russe, les Russes ici présents, ils savent bien les choses. Mais j'ai quand même ma conviction que le système dont s'inspire Poutine, ce n'est pas un système de l'avenir, je parle sur le plan intérieur, c'est un système qui a une double inspiration. C'est un système d'inspiration chinoise. Poutine, c'est un admirateur de Deng Xiaoping, qui est fondateur de la Chine moderne. Deng Xiaoping qui était persuadé, les Chinois restent persuadés que le préalable de décollage économique, c'est la stabilité politique. C'est-à-dire, dans la réalité, mais ça exige, stabilité politique, c'est un joli mot. Mais quand on voit dans le détail, au fait, ça exige le verrouillage du pays, ça exige que la presse est quand même... Ça exige l'absence de démocratie, quoi. L'absence de la démocratie. Ils n'utilisent pas ce terme-là, les Chinois, mais même Poutine. Il dit la démocratie contrôlée. Contrôlée. Mais vous comprenez, la démocratie contrôlée. Et d'ailleurs, il a dit, me raconter l'histoire, oligarchie, ça existe en Russie, mais l'oligarchie à l'Occident, c'est encore pire, tout ça, c'est les choses, l'argent, tout ça, c'est les choses. C'est-à-dire, il donne des arguments. Mais simplement, dans ce domaine, sachez que je reste persuadé que l'avenir de ces pays passe par vraiment le développement de la classe moyenne. Il faut dire objectivement que Poutine, grâce aux argents de pétrole et du gaz, a développé la classe moyenne. Une classe moyenne qui est pro-occidentale, etc., qui a ses exigences politiques, etc. Et je pense que ça va ensemble. Mais c'est une réflexion. En tout cas, qu'est-ce qu'il retorque par rapport à mon argumentation? Il dit, vous étiez nul avec Gorbatchev, vous étiez nul, d'ailleurs je n'étais pas avec Eltsine, c'est lui qui était, moi je peux le retorquer, mais quand même, avec Eltsine, c'était le pays qui a été humilié, délabré, 5% de la population d'un côté, 60% frôlaient le seuil de pauvreté, et volé, les pays autour, les gens autour faire ça. C'est ça son argumentation. Il y a une argumentation. La majorité des Russes, ils pensent comme lui. Vous comprenez? Ils détestent la période de Gorbatchev, ils détestent Gorbatchev, et ils détestent la période d'Eltsine aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une période qui est un symbole de la corruption et de l'humiliation nationale de la Russie. Il leur a rendu leur fierté? Il a rendu la fierté. Tout d'abord, il a eu quand même, vous savez, en politique, il faut avoir de la chance. Allons, je vais vous taquiner. La chance historique, c'était quand même Sofitel pour aujourd'hui. Ça, c'est la chance. Qui peut imaginer ça? Personne. C'est le roman. Si on invente ça, et je vais vous dire, Poutine, il a eu de la chance avec le pétrole, pas de Sofitel, mais pétrole. Pétrole, parce que pétrole et gaz, ils ont flambé. Sous Eltsine, c'était, vous savez, c'est sous Gorbatchev, 12 dollars le baril, 37 $. Et ça, aujourd'hui, plus de 100 dollars le baril. C'est-à-dire la classe moyenne est née de la manne pétrolière et gazière de la Russie, hydrocarbures. Ça, c'est le premier point. Puis, franchement, mais j'ai complètement sous-estimé ce côté Poutine, manipulateur de médias. C'est vraiment un homme manipulateur et aussi frappeur, parce que quand un média lui plaisait pas, il les a fait arrêter, il les a fait stopper, il les a fait racheter. Vous savez, je vais vous dire... Anna Politkovskaya, elle n'est pas morte par hasard. Donc, bien sûr, bien sûr, mais vous savez, Politkovskaya, moi, c'est le système. On ne peut pas faire des raccourcis, on ne peut pas dire que c'est Poutine qui mais ça, vous avez raison, et j'ai toujours gueulé par rapport à ça, mais simplement...
vous savez, encore une fois, on ne peut pas faire de raccourcis, vous comprenez? C'est un système verrouillé, notamment dans le domaine de la presse, c'est verrouillé, mais par exemple, la censure n'existe pas en Russie. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez dire, et il y a plein de gens, par exemple, la différence de la situation en Ukraine par rapport à l'Ukraine d'aujourd'hui, je vais vous dire, c'est un truc qui, je dis aux amis ukrainiens, faites attention, parce que l'écrivain ukrainien qui dit que Poutine est un Hitler, il est toujours édité en Russie. Ce n'est pas interdit. L'écrivain russe de très grand talent qui dit que l'Ukraine a pris les chars, les bougies, les quartiers, il tue les civils, je parle du gouvernement ukrainien, il est interdit. Vous comprenez, en Poutine, il y a l'ambiguïté. L'ambiguïté. C'est-à-dire, on ne peut pas faire les choses. Par exemple, la presse, évidemment, c'est un problème. Vous avez raison, c'est un problème parce que toute la grande presse, aujourd'hui, évidemment, la télé et la radio est à sa botte. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Exactement. Ça c'est un problème de débat. Moi je dis, il n'y a pas de contre-pouvoir, mais vous savez, il est persuadé. Il est vraiment persuadé qu'il ne fallait pas faire comme nous avons fait autrefois avec Gorbatchev et Eltsine. Il est persuadé que c'est un système qui était contre-productif, nationalement, économiquement et géopolitiquement. Est-ce qu'il n'a pas quand même raté, entre guillemets, en s'adossant sur le gaz, en effet, le pétrole, comme vous l'avez dit, ça a été le jackpot, mais on a quand même l'impression qu'il n'a pas su, ou alors je ne sais pas, je ne vois pas, une vraie... bon, il y a une classe moyenne qui émerge, mais il n'a pas utilisé tout cet argent pour faire vraiment de son économie une économie, je dirais, puissante, moderne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les sanctions économiques... Absolument, je suis très touché que vous savez, c'est un grand, on travaille depuis longtemps, parce qu'il pointe, c'est vrai, moi, vous savez, il pointe exactement les choses qui sont très importantes. C'est une faiblesse, la grande faiblesse du système. Vous savez, je vais vous dire, il a deux faiblesses de cette période. Il a fait des choses, absolument, il ne faut pas, et je peux vous raconter où il est fort, et je peux vous raconter où il est faible. Les deux faiblesses, grandes faiblesses de Poutine, en réalité, il a raté sa politique ukrainienne, contrairement à ce qu'on pense. Parce que vous comprenez, que vous voulez ou non, aujourd'hui, l'Ukraine est devenue un problème. Je suis critique envers l'Occident à propos de l'Ukraine et à propos de lui, mais quand même une grande faiblesse de la politique étrangère, que l'Ukraine est devenue, pour l'instant, une épine. Bien sûr. En tout cas, il aurait dû s'arrêter à la Crimée, il avait gagné la Crimée, personne ne lui contestait. Non, ça c'est politique. Si on a le temps, je peux vous raconter la Crimée. Ça c'est un problème beaucoup plus grave sur le plan. Moi je suis, vous savez, c'est un problème qui est tellement grave pour nous tous que j'aurais pu vous raconter, peut-être je vais raconter un tout petit peu, mais le problème est simple. Vous comprenez, lui, il voulait la renaissance, le mot-clé sur le plan extérieur de Poutine, c'est l'influence. Quand on dit Poutine veut envahir l'Ukraine, c'est des bêtises, encore une fois. Ça ne correspond pas à la réalité. Il veut... Pourquoi? Parce qu'il faut être, moi, comme mon père était ukrainien, je peux vous dire la réalité. Il faut être fou pour essayer d'inventer. Il n'est pas fou, Poutine. Parce qu'en Ukraine, c'est un pays, il y a 3 Ukraines. Il y a l'Ukraine occidentale qui vomit les Russes. Il y a l'Ukraine orientale c'est les Russes. Il y a l'Ukraine d'où je viens. Comme je suis dans l'humour, je peux me passer aujourd'hui mon humour, mais comme c'est en vogue, c'est l'Ukraine qui ne se vend jamais. Il se loue. C'est l'Ukraine, c'est-à-dire il hésite en réalité. Enfin, ça c'est les choses. Parce que je suis ukrainien, je peux vous un tout petit peu taquiner. Mais l'Ukraine, c'est un pays qu'il faut qu'il retrouve, c'est un pays que j'aime beaucoup, qu'il retrouve cette cohérence, etc. Il y a beaucoup de choses. L'Ukraine, c'est un pays le plus corrompu de l'Europe, il faut combattre la corruption. Le grand problème de l'Ukraine, c'est le problème économique, transformation de l'économie soviétique vers l'économie de marché qui n'était pas réussie pendant cette période de cohérence nationale, vous voyez, et plus l'économie de l'Ukraine a besoin aujourd'hui de 35 milliards immédiatement d'euros pour être sauvée, personne n'a cet argent, vous comprenez, tout ça c'est les vrais problèmes. Alors le coche économique, on parlait de Poutine pour la Russie. Pour la chose, ça et votre question, deuxième aspect, je vous ai parlé de l'Ukraine puisqu'on a fait comme dérive,
Mais en même temps, deuxième problème, c'est qu'il a eu plein d'argent, mais la Russie est restée un pays dépendant du pétrole et du gaz. Vous comprenez? C'est un pays d'orientation qui est basé, sa réussite relative, sur vraiment l'hydrocarbure. Et c'est-à-dire, il n'a pas utilisé, c'est beaucoup d'argent, puisque les Russes ont transféré, pour avoir une politique industrielle. C'est une grande faiblesse, deuxième grande faiblesse de la présidence de Poutine. Mais en même temps, vous comprenez, les gens, la classe moyenne est là. Les gens ont vécu dans la misère, vous comprenez, 50%. Maintenant, c'est à peine 10% des gens qui frôlent le seuil de pauvreté dans la Russie profonde, mais c'est quand même pas 50% des gens. C'est-à-dire le pays transformé. Si vous voyez à Saint-Pétersbourg, à Moscou, c'est vraiment les grandes métropoles aujourd'hui qui sont beaucoup transformées, etc. Tout ça, c'est les choses qui sont en sa faveur. Il y a l'aspect, je vous dis, le système intérieur, il y a l'aspect extérieur que je voudrais souligner quand même, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut laisser aux questions bien sûr. L'aspect extérieur qui est vous savez, c'est un problème de l'inquiétude, vraiment, le monde va mal. Vraiment, quand Obama dit le monde n'a jamais été si sûr, il nous prend pour des crétins. On ne peut pas dire des choses pareilles. Le monde. Il est dans le déni, peut-être. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il. Ces phrases-là, il y a deux phrases à propos d'Obama que je ne peux pas accepter compte tenu que j'ai édité sa biographie. Je vous dis, il y a cette phrase-là que le monde n'a jamais été si sûr, tandis que le monde va dans tous les sens et on est vraiment dans la situation très dangereuse géopolitiquement. Et deuxième phrase, c'est une grande erreur de la diplomatie américaine qu'ils ont confondu Poutine et la Russie éternelle, parce que vous savez, je vais vous dire, la réalité que le Poutine, le président français, il passe, il vient. Vous savez, la Russie et la France, ça reste. Il y a les intérêts nationaux qui dépassent les enjeux personnels. Et les Américains, quand ils ont fait ça, Obama, il y avait un discours à West Point, il y a 3 mois à peu près, quand il a dit « J'ai réussi à isoler la Russie ». Les Russes, il m'a dit. Il a dit. Vous savez, ces phrases-là, les Russes ne pardonnent jamais. Parce qu'il aurait pu dire j'ai essayé d'isoler Poutine, ou bien peut-être j'ai isolé Poutine. S'il disait isoler, moi je lui retorque que il faut être efficace. Parce qu'avant qu'Obama ait essayé de faire les sanctions, Poutine, il était à 60% d'avis favorables. Maintenant, sa politique en Crimée, 91 avis favorables. Il y a de la marge aussi de l'autre côté, vous comprenez? Vous comprenez? Tout ça, c'est les choses qui sont comme ça. Et c'est pour cette raison qu'en politique étrangère, en Poutine, il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. Il ne faut pas, par exemple, quand il dit vous savez, il y a une cohérence en Poutine. Pourquoi, je vais vous dire, mes amis dans la presse, ils disent « Ah, Poutine, il est haï en France ». Moi, je suis président d'un organisme qui s'appelle l'Association des salons littéraires en France. Je voyage beaucoup. Vraiment, je connais beaucoup de grands-mères, etc. C'est pour ça. Détrompez-vous. Poutine, il suscite un grand intérêt chez les Français. C'est chez les médias qu'il est, les médias, ils sont les néophytes souvent, et puis il y a un décalage. Ça souligne encore une fois un décalage entre les médias et la France réelle, pour vous dire les choses. Quand il dit que l'Europe n'assume pas ses racines chrétiennes... Alors j'allais vous demander, est-ce que ça c'est de l'autre côté, alors on voit bien que Poutine s'est implanté quand même dans l'intégration économique, est-ce qu'à l'inverse les Européens n'ont pas été aussi pas à la hauteur, ils se sont plantés en n'accélérant pas quelque part des liens privilégiés avec la Russie qui peut-être aujourd'hui nous auraient évité évidemment, vous savez, ça encore une fois, je vous remercie vraiment. Ils ont craché beaucoup d'argent, mais on a l'impression que pas même d'argent. Non, ça s'est passé autrement. Moi, je peux vous dire, quand j'étais aux affaires, vous savez, c'est pas mon avis, les grands sages de la diplomatie, les grands Américains, Védrine, écoutez Védrine, les grands Allemands, ils sont tous unanimes.
c'était une période qui a été de ratage intellectuel et ratage géopolitique, évidemment. Parce que je me souviens de, moi, comme j'ai des origines ukrainiennes, j'ai eu beaucoup de contacts avec les Américains autrefois, et j'ai connu, vous savez, le maître vraiment de pensée de la politique américaine d'aujourd'hui, Brzezinski, qui était conseiller de Carter, etc. Il me disait, nous voudrions surtout la Russie faible. Nous voudrions, texto, il me disait, le cordon sanitaire autour de la Russie, l'Ukraine forte, la Russie faible. Je dis, vous faites une erreur, parce que vous avez déjà essayé ça avec l'Allemagne entre deux guerres, vous avez eu Hitler. Faites attention, parce que les pays, il ne faut pas humilier les nations. Il faut chercher l'équilibre des intérêts, ce qu'on a cherché au moment de la fin du communisme. Et les problèmes d'aujourd'hui, y compris le problème de l'Ukraine, qu'il n'y avait pas exactement. Et même l'argent, ils n'ont pas craché, comme vous dites. Vous savez, il y a des domaines où ça s'est développé. Il y a la présence française, d'ailleurs, qui doit être défendue, parce que Renault, tout ça, on peut dire les sanctions, on tire dans ses propres pieds. Parce que les sanctions, les Russes, ils ont l'habitude de vivre dans la misère, mais retrouver les marchés, rien que les marchés dans le domaine alimentaire, etc., ce ne sera pas une chose facile. Moi, je vous dis, faites attention avec les sanctions. Le problème de sanctions, c'est un problème de l'efficacité, d'une part, et d'autre part, c'est un problème... Ça peut partir en vrille. Ça peut, bien sûr, et même sur le plan moral, c'est beaucoup, comme je suis quand même écrivain, je peux vous dire que sur le plan moral, c'est une chose qui est inacceptable pour moi, parce que c'est un pays martyr avec ses millions de morts, etc. Et puis faire souffrir, on ne souffre pas, c'est pas Poutine qui souffre, c'est les Russes. C'est le peuple, oui. Le peuple qui souffre. Et encore une fois, plus généralement, mais ça c'est éclatant aujourd'hui, parce qu'on a tellement besoin de Russes dans cette guerre mondiale contre le terrorisme et l'islamisme agressif. Je vais vous dire que faire vraiment les choses autour de ça, il faut réfléchir deux fois. Et encore une fois, ce n'est pas mon avis. Je ne connais pas vraiment les grands diplomates américains. Il y a Kennan qui était penseur de la guerre froide, il vit encore. Endiguement, vous connaissez la théorie de l'endiguement, c'est il vit encore. Il a dit la politique russe, c'est nul. Il dit l'élargissement de l'OTAN, c'était une provocation. Ça gère, puisque la Russie d'aujourd'hui, on aura besoin des Russes dans la guerre qui s'annonce. Et maintenant, faire ça, pousser les Russes du coup, dans les bras de la Chine, géopolitiquement, vraiment c'est une folie par rapport aux Russes, mais c'est une folie par rapport vraiment à l'état du monde. Et au vrai danger, celui du terrorisme et du Moyen-Orient. En fait. Évidemment, on vit ça dans ces minutes-là, parce qu'on a besoin de ça. Il faut être cohérent et détrompez-vous quand vous voyez, mais même à la télé, les gens quand ils reçoivent les textos, moi je constate que souvent les gens analysent la situation avec le bon sens que le Français, comme je suis francophile, qui caractérise les Français, et ils voient ces faiblesses. Quand nous discutons ça d'une manière, parce que quand même le but de l'exercice, ce n'est pas le nombril et les sondages. Bien sûr, je comprends bien qu'il y a mi-mandat, les élections à mi-mandat là-bas aux États-Unis, qu'il va perdre, mais qu'il faut remonter dans les sondages, et ailleurs aussi, il faut remonter les sondages. Mais le monde, ce n'est pas seulement les sondages. Vous comprenez? D'ailleurs, Poutine, il ne se cache pas, il dit que la politique occidentale, c'est déterminé par les sondages. Pas de vision, les sondages. À court terme, vous comprenez? Ils ne se gênent pas. On va peut-être prendre, s'il y a 2-3 questions, assez vite, parce que le temps tourne. Alors, monsieur, puis madame. Monsieur, on vous apporte un micro, ne bougez pas. Question assez courte, hein, malheureusement, vous aurez compris que le temps nous est compté. Oui. Allez-y, allez-y. Il me semble évident que Poutine veut durer le plus longtemps possible, politiquement parlant. Alors, ça c'est déjà acquis. Oui, alors je voulais savoir, est-ce qu'il va fouler aux pieds le semblant de démocratie qui reste et en modifiant la Constitution pour se débarrasser du numéro de duettiste qu'il a avec Medvedev? Qu'est-ce qu'il en est à votre avis? Vous savez, non, je ne pense pas qu'il va changer la Constitution. Mais dans le contexte actuel, et vraiment nos amis américains, ils ont fait tout pour la popularité de Poutine. Parce que, vous comprenez, les gens qui ont été très réticents, justement la classe moyenne était réticente par rapport à Poutine, parce que les Russes aussi, bon, Poutine, il y a ce côté, vous savez, à un moment donné, il a joué à l'opérette, torse nu, les gens ont été gênés.
etc. Et finalement, mais aujourd'hui, il est énormément populaire parce que les Russes pensent qu'il défend les intérêts du pays, et puis il y a un réflexe patriotique, parce que les sanctions, ils ont beaucoup augmenté l'audience de Poutine. Il dit, il défend nos intérêts, et qu'est-ce que vous voulez qu'on est agressé? Parce qu'ils ne comprennent pas, franchement, les Russes. Pourquoi les choses comme ça? En fait, ça n'a rien changé quand il était Premier ministre et Medvedev président. Medvedev n'a jamais été un personnage indépendant. C'est seuls les journalistes français, encore une fois, je crois, qui ont inventé en disant que c'est une rivalité. Moi, je les connais tous les deux. Il était toujours, comme pour utiliser encore une fois le terme français, collaborateur, rien d'autre. Il n'a pas joué le personnage vraiment qui joue intellectuellement coéquipier, c'est le personnage patriarche, Kirill, qui est important. Je raconte ça dans le livre. Mais, le patriarche de l'Église orthodoxe. Oui. Mais en revanche, ça, c'est ça. Mais il n'a pas besoin. Moi, je pense que, vous comprenez, son aura aujourd'hui est telle dans le pays qu'il peut même jouer le numéro de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, vous connaissez, il était président du club de bridge de Pékin, vers la fin, avant président de la commission militaire, mais c'est lui qui était numéro 1. Vous comprenez, ce n'est pas les choses formelles. Le système, c'est un système quand même qui vit vers les choses chinoises. Et c'est une double... je fais pari sur la classe moyenne qui va exiger plus de liberté, changement du système. On l'a vu déjà avec les premières manifs. La vraie opposition, pas l'opposition de complaisance, il est tellement populaire qu'il ne devait pas avoir peur de ça. Mais il a dit, son argument qu'on a dit, vous avez eu la pagaille avec Eltsine et Gorbatchev surtout, et finalement ça a donné, vraiment c'était contre-productif pour le pays. Vous comprenez les choses comme ça. Moi je suis persuadé qu'il ne va pas changer la Constitution, mais il peut verrouiller son système de telle manière qu'il peut être incontournable, mais ce n'est pas demain la veille, puisqu'il a encore 6 ans devant lui. Madame. Ne vous inquiétez pas, mon camarade là-bas s'en occupe. Dans votre opinion personnelle et votre analyse de la question des Mistral et de cette livraison, au-delà de l'argument qu'on se couche devant les Américains et qu'on a besoin d'argent pour les vendre, vous savez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un faux débat, les choses comme ça. La réalité de la situation, les Français ont besoin de ça parce que c'est quand même beaucoup d'argent et le travail là-bas, etc., Saint-Nazaire, etc., ça compte. Pour les Russes, c'est plus une affaire symbolique parce qu'ils peuvent produire maintenant, ils peuvent construire, ils ont maintenant la technologie pour faire ça. Et je peux vous dire la réalité, il ne faut pas que des gens chantent ça, mais la réalité que l'establishment militaire, je sais, il était toujours réticent vers ce truc-là. Il disait pourquoi acheter les armes aux Français tandis que nous pouvons faire ça nous-mêmes, etc. Moi, je pense qu'à titre personnel, parce que, vous savez, mon opinion, moi, je suis très inquiet pour l'état du monde. Dans cet état-là, moi, je suis vraiment, j'ai effacé tout. Je m'occupais, le futur livre, les vraies histoires d'amour, après 40 ans, je vous rencontrerai tous quand je viendrai l'année prochaine avec les lettres inédites, les choses. Moi, j'aime bien les choses vraiment qui nous font rêver, mythes russes. Mais j'ai fait ce livre et il y a une chose sur laquelle je suis vraiment devenu intraitable et je dis, c'est pour ça que je parle à la télé maintenant ces derniers temps, etc. Vous avez remarqué, j'ai fait une trêve et maintenant je parle. Pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'on est à un moment crucial dans l'état du monde. Et dans ce moment crucial, la rupture historique avec la Russie et pousser la Russie du côté de la Chine, du côté de chiites, les gens ne connaissent pas, mais en réalité il y a ce danger, c'est un danger pour la Russie et danger pour l'Europe. C'est contre-productif. Juste, je vais terminer par ça, et c'est pour ça que je suis partisan, le mot désescalade autour de l'Ukraine, désescalade autour des rapports de la Russie, c'est un terme qu'utilise, faisons quand même l'hommage à la diplomatie française, qui est utilisé par la diplomatie française, et dans cette affaire de désescalade, quand même, il faut que cette affaire puisse aller jusqu'au bout. Même si militairement, il n'y a aucune espèce d'importance d'une part, et d'autre part, la fixation des Américains, c'est une fixation stupide. Parce que ça n'a pas d'importance américaine, et faire ça, l'hystérique, parce que l'autre l'a bouffé 2 fois, c'est nul.
D'un mot, est-ce que, je vous passe la parole tout de suite, monsieur, mais d'un mot, est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard, dans la mesure où on sait que Vladimir Poutine a de grandes ambitions en Eurasie, et donc tout le lien entre entre la Chine et la Russie et toute cette zone. Bien sûr, mais c'est jamais trop tard. Parce que, vous comprenez, ma logique, quelle est ma logique? Il y a 4 millions de Russes en Sibérie. Il y a des centaines de millions de Chinois à côté. Qui viennent s'installer. Disproportion. Les gens ne savent pas, mais je sais, les cartes chinoises, ils englobent la Sibérie. Chirac m'a raconté la conversation avec le fondateur, le penseur de la Chine moderne. Il parle avec Deng Xiaoping. Il dit, Deng Xiaoping était contre un seul enfant dans la famille, il voulait 2. Mais Chirac, avec sa spontanéité, il a dit, mais attendez, vous allez exploser. Et Deng Xiaoping, à l'époque, il disait, détrompez-vous, nous avons les provinces du Nord, la Sibérie. Vous comprenez? Et en plus, sur le fond, comme j'adore cet esprit européen, Nancy, c'est une ville éminemment européenne, je pense que l'Europe, il peut vraiment devenir une puissance, vraiment une entité, s'il utilise les matières premières russes et contre la technologie. C'est ça ma persuasion, parce que pourquoi aussi je suis contre la rupture? Parce qu'ils essaient, ces gens-là, pourquoi je dis il faut qu'ils relisent, ou peut-être lisent Tolstoï, parce qu'ils essaient de détruire quelque chose qui ne leur appartient pas. Cette affinité, vous comprenez, c'est une affinité qui a été construite à travers l'histoire. On est vraiment complémentaires. Et en plus, on est complémentaires sur le plan terre-à-terre, gaz et le pétrole, parce qu'on parle trop, et il faut qu'on libère la salle, et encore une question. Allez, une dernière question, monsieur. Simplement une question personnelle sur Poutine. Dans un portrait qu'on avait fait de lui, on disait qu'il avait accumulé une certaine fortune, mais pas sur son nom personnel, mais répartie sur l'ensemble de sa famille. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien. Je vais vous dire, le système de Poutine, c'est un système oligarchique. Les raconteurs de journalistes. Oligarchique. Mais vous savez, les Américains balancent ça sur l'Internet chaque jour. Il dit, s'il a 40 milliards de... Mais ça, attendez, moi je serais ravi. Je mets ça dans le livre et vous allez lire encore plus, même si c'est un best-seller sans cela, mais quand même, ça m'arrangerait. Mais le problème là-dedans, c'est un système oligarchique. Autour de lui, il a plein de copains. Il a fait riche le copain. Parce que le système d'affaires russe, mes amis savent, c'est un système qui est lié avec l'accès au monde politique, à le gouvernement. En France, c'est des petits marchés. En Russie, c'est des grands marchés. Vous comprenez? En France, vous savez, les gens ne payent pas les impôts. Les Russes, ils payent les impôts, mais quand même, ils accumulent les fortunes grâce au gouvernement. Vous comprenez? Tout ça, c'est les choses comme ça. Mais franchement, ça ne correspond à rien. Moi, j'ai fait vraiment une enquête très pointue sur les gens dans l'entourage. J'ai vérifié. J'ai montré vraiment les gens en sourdine. Ça m'aurait arrangé. Moi, je pensais que je vais trouver beaucoup de choses. Et ça ne correspond pas. Il y a les choses qui appartiennent à l'État, il vit confortablement, il a les choses, il a les dachas, sa famille vit confortablement, mais ça n'a rien à voir avec oui, c'est pas milliardaire. C'est pas milliardaire, non, ça ne correspond carrément à rien. Et en plus, je vais vous dire, tout mon dossier, je donnais à mon copain qui était un grand superviseur des services secrets allemands, ils ont vérifié tout ce que je disais. Et les Allemands qui sont les plus calés, ils ont dit c'est toi qui as raison et ce n'est pas la balance des Américains. Voilà. Vladimir Fedorovski, très très vite, une dernière question. Est-ce qu'on peut encore se réconcilier les Occidentaux et les Russes sans qu'aucun perde la face, à votre avis? Évidemment, vous rigolez, la diplomatie est faite pour ça. Vous comprenez? Ils sont des néophytes. Pourquoi? Quand je parle avec les grands diplomates, on les méprise. Parce que l'enjeu est colossal. L'enjeu, c'est la guerre mondiale. Évidemment, il faut trouver l'équilibre des intérêts. Évidemment, l'affaire de l'Ukraine, je vous dis, on n'a pas le temps. Moi, j'aurais pu vous prouver que l'affaire de l'Ukraine n'aurait jamais pu exister. Et moi, je soutenu les Ukrainiens dans le combat contre la corruption, etc. C'est les choses comme ça. Mais attendez, interdire la langue russe, dans quelle tête ils ont? Dans un pays en moitié parle russe, la première chose, ils ont dit, mais dans quelle idée? D'où vient? Vous savez, il faut l'intelligence. L'intelligence est faite pour ça. Évidemment, c'est une affaire, je vous dis, confiez ça aux grands. Moi, je peux vous donner les noms. On règle ça
en une demi-journée, je vous assure. Que le ciel vous écoute. Je suis désolé de vous dire la vérité, je n'aurais pas dire, mais comme ça me perturbe, je vous dis, j'ai parlé trop aujourd'hui. Non, non, merci Vladimir Fedorovski. Merci, voilà. Voilà, dans un instant, la prochaine rencontre avec Riyad Satouf, cinéaste, écrivain, auteur de bande dessinée, d'un talent l'autre. Merci.